Après une saison pleine de suspense et de rebondissements, Jacques Villeneuve s'est habitué à son nouveau titre de champion du monde. Un statut qu'il gère avec sa décontraction habituelle. Un flegme pour le moins trompeur puisque le pilote canadien avait été soumis à une terrible pression pendant toute la durée de la saison. C'est génial que nous ayons fini par remporter le championnat après toutes les mésaventures que nous avons eues au cours de la saison. Ça a été une saison extrêmement difficile et la seule façon de s'en remettre, c'était de terminer premier. Si on avait dû se contenter d'une autre place après toutes les déceptions et tout le travail que nous avions effectué, on aurait eu du mal à s'en remettre. Ça va faire du bien de prendre des vacances après ça. Pour Villeneuve, la plus grande difficulté de la saison aura sans doute été le dernier Grand Prix à Jerez où pour remporter le titre de champion du monde, il lui fallait à tout prix finir devant Schumacher. Le pilote canadien savait que la partie ne serait pas facile, mais personne ne se doutait que le duel entre les deux hommes serait aussi farouche. Il est sans doute inutile que je donne mon point de vue. On a très bien vu ce qui s'était passé à la télévision. Tout le monde l'a vu. J'ai vu une ouverture, je m'y suis engagé, le dépassement était propre, et puis on s'est heurté. C'est tout. Nous n'avons pas parlé de l'incident. On avait plus envie de faire la fête qu'autre chose. Cela n'aurait pas eu grand intérêt, mais on en reparlera plus tard au cours de l'année. Pour Villeneuve, cette dernière course ne mettra pas fin à la controverse. Alors que la FIA retire à Schumacher tous les points marqués au cours de la saison pour sa faute lors du Grand Prix d'Espagne, Williams et McLaren, soupçonnés d'avoir conclu un arrangement durant la course, sont également entendus avant d'être finalement disculpés. Nous avons eu pas mal de déceptions durant la saison, même si l'on a vécu aussi des moments formidables. Les moments difficiles, ça a été des erreurs de pilotage, comme à Montréal, où je suis sorti de la piste après une erreur personnelle. On a aussi eu des défaillances techniques. On a parfois fait des erreurs de jugement, notamment concernant le choix de pneus sous la pluie. Et puis il y a eu des week-ends comme Suzuka. Certains éléments extérieurs, qui ne devraient pas faire partie de la course, sont aussi à classer dans ces moments difficiles. Une fois la saison terminée, le nouveau champion du monde a enfin pu échapper à toutes les pressions, notamment médiatiques, et prendre un repos bien mérité. Je n'ai pas eu encore le temps de souffler. J'ai surtout travaillé depuis le dernier Grand Prix. J'ai donné des interviews, serré des mains, signé des autographes. Il n'y a que quand je serai chez moi, entouré des personnes qui me sont proches, que je comprendrai ce qui m'arrive. C'est un moment très intime, vous savez, qu'on ne peut pas partager avec des centaines de gens qu'on ne connaît pas. Les nouvelles règles introduites cette année sont si importantes que chaque équipe devra concevoir une voiture entièrement nouvelle. La saison débutera en mars prochain avec une nouvelle réglementation qui modifiera entièrement la donne technique. Avec des voitures à voie étroite et chaussées de pneus rainurés, toutes les écuries ont désormais les mêmes chances de victoire. On ne peut rien prévoir, et c'est l'un des aspects les plus spectaculaires de la Formule 1. Quand nous avons débuté la saison, peu de gens auraient pu deviner qu'elle se déroulerait de cette façon pour nous. Qu'une équipe à moyen budget comme la nôtre se surpasserait et qu'elle irait jusqu'à défier les meilleurs pilotes. C'est pourtant ce qui se passe. Cela accentue l'esprit d'émulation car il devient plus difficile encore de prévoir qui sortira vainqueur d'une course. Et si nous parvenons à réunir toutes ces conditions, nous serons satisfaits. Si la réduction des voies reste aux yeux des constructeurs le changement le plus important, ce sont pourtant les pneus rainurés qui retiennent l'attention du public. Principalement parce que ces prototypes fabriqués et testés sur des voitures hybrides ont donné des résultats immédiats.
Il fallait faire quelque chose, la vitesse en virage devenait trop élevée. Les voitures allaient trop vite, ce qui augmentait les risques et la gravité des accidents. Comme nous ne voulons pas prendre de risques inutiles, nous avons préféré opter pour la prudence et mettre en place des mesures permettant d'assurer la sécurité des équipes pour qu'elles puissent continuer à se développer. Si les changements les plus importants restent la réduction des voies de 200 mm et les pneus rainurés, de petites modifications ont également été apportées au niveau du cockpit. L'obligation d'avoir des pneus rainurés oblige les fabricants à utiliser des gommes plus dures. Comme on peut le voir, nous avons 3 stries sur les pneus avant et 4 sur les pneus arrière. La bande de roulement est réduite de 18%, ce qui diminue bien évidemment l'adhérence. Comme la bande de roulement est moins large, la gomme doit être beaucoup plus dure pour supporter le poids de la voiture. Les modifications de pneumatiques sont très importantes. En milieu de saison dernière, Villeneuve avait eu l'occasion de tester ces nouveaux pneus sur lesquels il exprimait alors son opinion avec toute la franchise qu'on lui connaît et après y avoir de toute évidence mûrement réfléchi. Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que ce ne sera plus de la Formule 1. Et je crains que la course à ce niveau ne soit tout simplement condamnée à disparaître. J'ai eu l'occasion de tester ces nouveaux pneus rainurés et je sais maintenant de quoi je parle. Et j'en parle depuis un bon moment déjà. Ça n'a plus rien à voir avec la Formule 1. C'est totalement dénaturé. Il pourrait tout aussi bien nous dire de courir sur les Formule 3 et appeler ça de la Formule 1. Ça reviendrait au même. C'est comme si on voulait tout niveler vers le bas. Tout le monde sera capable de conduire une Formule 1. Les limites mécaniques sont tellement plus basses que les limites humaines qu'on n'a plus d'émotions fortes. On n'a plus vraiment de plaisir. Ce qui me gêne aussi, c'est le manque de précision de la conduite. On ne sent plus la voiture, on ne peut pas faire grand-chose. C'est comme si on n'avait plus aucun contrôle sur la voiture. C'est comme conduire une Formule Ford. À mon avis, c'est une grosse erreur. Comparé au modèle de la saison passée, la voiture 98 est nettement moins large et pour les constructeurs, cette modification a pour première conséquence de rapprocher les pneus du châssis. En repoussant la roue de 100 mm vers l'intérieur, l'espace entre le pneu et la coque a été réduit. On utilise donc ces déflecteurs pour retrouver de l'appui aérodynamique et une bonne circulation de l'air dans différentes parties de la voiture. Notons également que l'ouverture du cockpit a été élargie, ce qui permet aux pilotes de s'extraire plus facilement du véhicule ou d'être secourus plus rapidement en cas d'accident. La cellule de survie qui renferme le pilote devient beaucoup plus large et plus rigide, de manière à assurer une meilleure protection du pilote en cas d'accident. Mais cela réduit aussi l'espace entre la roue et le châssis et donc par conséquent l'effet de sol. Pour des raisons de sécurité cette fois, nous réduisons l'appui et donc la vitesse de passage en courbe. Toutes les voitures de Formule 1 sont construites selon une conception intégrée et la moindre modification a tout de suite d'énormes répercussions. La nouvelle réglementation est donc plus importante qu'il n'y paraît au premier abord. Les petites écuries ont accueilli avec enthousiasme la nouvelle réglementation qui permet de répartir plus équitablement les chances de chacun. Toutes les équipes repartent de zéro et espèrent qu'une conception intelligente pourra mettre fin aux avantages que représente un gros budget et d'énormes moyens. La philosophie de la conception s'est orientée au cours des dernières années dans une certaine direction et il faut s'adapter. Avec la nouvelle réglementation sur la réduction des voies, nous serons au même point de départ que les grosses écuries qui possèdent d'énormes bases de données grâce au programme de développement intérieur. La réglementation nous offre la possibilité de prendre un nouveau départ dans les mêmes conditions que les autres grosses écuries et d'être, nous l'espérons, aussi compétitifs qu'elles. Cette année a été particulièrement difficile. Il a fallu agrandir l'équipe de conception parce que nous avions besoin de 2 équipes travaillant en même temps. Une qui finissait le programme de conception 97 et s'efforçait de construire la meilleure voiture possible en un temps donné, et une seconde qui travaillait sur un programme d'essai pour la voiture à voie étroite.
Nous ne sommes pas mécontents de notre programme. Nous sommes à 4 secondes de moins qu'à Monza. J'étais assez content car nous sommes encore loin de tout avoir optimisé. Du point de vue du développement mécanique, il reste encore quelques petites améliorations à faire sur la voiture. Nous profitons des essais pour essayer de comprendre comment se comporte le pneu, voir ce que nous pouvons faire pour le ménager et faire quelques petites modifications au niveau de la distribution et de la géométrie. C'est une voiture de développement mécanique et non pas une voiture de développement aérodynamique. Le package aérodynamique 98 fera ses premiers tours de piste début janvier, la deuxième semaine de janvier. Et je pense qu'à notre retour, nous aurons perdu pas mal d'effets de sol. À mon avis, la vitesse en virage devrait aussi être réduite. Si l'on compare les deux modèles 97 et 98, il est évident que les voitures 98 iront moins vite dans les virages que celles de l'an passé. Pour ce qui est du freinage, c'est sensiblement la même chose que cette année. La réglementation sur les freins a été légèrement modifiée dans le sens où déjà, on ne peut plus les fabriquer à partir de matériaux aussi exotiques qu'avant. Le pilote aura un peu plus de mal avec la pédale de frein, car l'épaisseur des disques de frein a été réduite de 4 mm. Sur les circuits où on les sollicite beaucoup, comme à Monza, Hockenheim ou Montréal, il y a comme ça 6 ou 7 circuits dans l'année, il faudra être très vigilant au niveau des freins et les surveiller de très près pendant la course. On ne pourra plus conduire comme avant, sans en tenir compte. Pour ce qui est des pneus, ce sera la même chose. Il faudra les prendre en compte et les ménager pendant la course. Cela exigera du pilote une conduite plus propre. Les pneus s'usent plus vite, ce qui peut modifier légèrement la course, dans le sens où ce qui se produira au 20e tour sera totalement différent de ce qui se produira au 60e tour. Les pilotes qui sauront ménager leur voiture tout en tirant le maximum seront ceux qui finiront la course. Pour Jordan en particulier, la nouvelle saison devrait apporter bien plus qu'un changement de réglementation. Ce sera la première année de collaboration avec Mugen qui apporte le moteur, un accord qui devrait, selon certains, permettre à Honda de recouvrer l'aura qu'elle avait perdue ces dernières années. Plus réjouissant encore, le nouvel équipier de Ralf Schumacher devient Damon Hill, le champion du monde en 1996. Tandis que Damon Hill défendait les couleurs d'Arrows la saison dernière, Eddie Jordan plaçait tous ses espoirs sur de nouveaux poulains. Il sait pourtant ce que peut apporter la présence d'un champion reconnu au sein d'une équipe. Il a remporté 21 courses, il a été champion du monde, bref, il a fait ses preuves. On attend de lui qu'il nous montre le chemin. Nous n'avons jamais remporté de Grand Prix, nous avons besoin qu'il nous guide. Que cela soit lui ou Ralf Schumacher l'an prochain n'a pas vraiment d'importance pour moi, du moment que nous y arrivions. J'ai hâte de voir ce que peut donner la collaboration entre un vieux pro qui a de l'expérience et un jeune virtuose plein d'avenir. C'est très excitant. Quant à savoir comment cela fonctionnera, je n'en ai pas la moindre idée. C'est le 8 mars que débutera la saison 98, une saison qui s'annonce difficile pour Jacques Villeneuve. Il devra en effet défendre son titre contre un Damon Hill résolu à mener Jordan à la victoire, une équipe McLaren qui s'est offert les services d'Adrian Newey et Jean Todt qui veut gagner avec Ferrari. En déclarant publiquement que Ferrari ne se contenterait cette année que de la première place, Jean Todt a lancé son équipe à la poursuite de l'objectif le plus difficile à atteindre en sport automobile, un objectif qu'il espère bien réaliser avec la nouvelle Ferrari 98, la F300. Les détracteurs de la nouvelle réglementation ont sans aucun doute été agréablement surpris en découvrant la F300. Plus étroite d'une dizaine de centimètres de chaque côté que la Ferrari 97, elle n'arborait le jour de sa présentation aucun appendice aérodynamique et n'en est pas encore à sa version définitive. Ferrari est la seule écurie de Formule 1 à fabriquer entièrement ses voitures, moteur compris. Elle dispose donc du plus gros budget de la saison. La nouvelle réglementation, conçue au départ pour des raisons de sécurité, a pour effet de réduire l'adhérence des voitures et leur appui. Un véritable défi pour les concepteurs qui ont dû plancher en particulier sur l'aérodynamisme. Ce n'est pas un hasard si Ferrari a présenté sa F300 devant la toute nouvelle soufflerie de Maranello, décor symbolique s'il en est. L'ambiance à Maranello était confiante et optimiste.
Tout le monde s'accordait à dire que Ferrari avait désormais les moyens et les mêmes chances de remporter le championnat que n'importe quelle autre écurie. Nous avons finalement une équipe solide. Toute l'équipe se trouve maintenant à Maranello, moteur et châssis inclus. Et nous avons également une nouvelle soufflerie extrêmement moderne. Avec tout ça, on devrait obtenir de bons résultats. Je suis sûr que maintenant, nous avons le bon package, pilote compris. En annonçant publiquement les ambitions de Ferrari, Jean Todt a mis la pression sur Michael Schumacher. Le développement a été mené avec rigueur. Nous avons construit la voiture en 3 ans. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que le succès soit au rendez-vous. À la fin de la saison, il nous manquait les ingénieurs pouvant assurer le dernier stade de conception. Ils ont intégré l'équipe l'an passé, mais sont arrivés trop tard pour construire la voiture, qui maintenant est entièrement construite par Ferrari. Tout le monde s'y est mis et c'est ce qui fera notre force. Schumacher et Villeneuve ont fait de leur mieux pour minimiser l'antagonisme qui les oppose depuis leur accrochage l'an passé. Et Ferrari semble s'appliquer à faire la même chose. L'écurie italienne n'est pas mécontente de sa saison, et même si elle s'est terminée sur une fausse note, chacun espère que l'incident sera vite oublié. Tout le monde veut gagner loyalement. Personne n'a envie de gagner en ayant quelque chose à se reprocher. Nous avons remporté 5 courses de manière tout à fait régulière. Nos pilotes ont gagné dans des conditions très difficiles à Suzuka. Villeneuve s'est avéré un concurrent très difficile et pourtant, on ne s'est jamais plaint. Nous veillerons à l'avenir à ne pas reproduire les erreurs que nous avons commises par le passé. Ça ne se reproduira pas. En rappelant l'objectif de son équipe pour la saison 98 et en déclarant qu'il mettrait tout en œuvre pour que la voiture soit compétitive à 100% et non plus à 70 ou 80%, Luca Di Montezemelo, le président de Ferrari, a mis la pression sur ses 2 pilotes et plus particulièrement sur Michael Schumacher. À mon avis, Michael devrait gagner. C'est le meilleur pilote à l'heure actuelle. Mais ce que nous devons aussi essayer de faire, c'est de remporter le championnat constructeur et nous avons de bonnes chances d'y arriver. L'équipe italienne affichera-t-elle la même assurance face aux autres voitures qui participeront au Grand Prix d'Australie? Si les voitures à voie étroite s'avèrent aussi difficiles à piloter que prévu, Schumacher a sans doute plus de chances de décrocher le titre que la plupart des pilotes. Les brouillards qui font le charme du nord de l'Italie en hiver ne s'étaient toujours pas dissipés lorsque Michael Schumacher est arrivé sur le circuit privé de chez Ferrari à Fiorano au volant de sa petite Fiat 500. Si la voiture personnelle de Schumacher prête à rire, le sujet du jour était lui très sérieux. Après avoir effectué 3 tours de piste la semaine auparavant, Schumacher s'apprêtait à effectuer les premiers essais qui, comme l'espère l'équipe Ferrari, permettront à la nouvelle F300 de décrocher la première place du championnat du monde. Même si les conditions étaient loin d'être idéales, ces premiers tours revêtaient une importance capitale pour Ferrari, qui s'assurait lors de ses essais que la voiture était fin prête et que ses performances dépassaient les objectifs fixés par le team et les concepteurs. Sous le regard attentif des tifosi, Schumacher s'est tranquillement installé au volant de la voiture sur laquelle Ferrari et l'Italie fondent tous leurs espoirs. Si les ingénieurs semblent sûrs d'eux, Schumacher, comme le reste de l'équipe, devra attendre la première course qui se déroulera à Melbourne pour savoir comment se comporte la F300 face aux voitures concurrentes. Les essais de Fiorano n'ont fait que rassurer l'équipe Ferrari, tant la F300 s'est montrée à la hauteur des espoirs italiens. Si l'on sait pertinemment que les voitures construites selon la nouvelle réglementation iront en moyenne moins vite que celles de la saison 97, personne ne peut dire en revanche de combien exactement. Rory Byrne était ravi de voir que du point de vue de sa conception, la F300 dépassait tous les objectifs fixés, en particulier au niveau aérodynamique.
L'équipe Ferrari, elle, est entièrement satisfaite de son nouveau moteur qui devrait offrir à Schumacher et Irvine la puissance, la maniabilité et la fiabilité dont ils ont besoin pour disputer le championnat du monde avec toutes les chances de réussir. S'il fut question ce jour-là d'une possible fuite d'huile au niveau de la nouvelle boîte de vitesse, l'équipe, déjà comblée par les performances théoriques de la nouvelle voiture, est désormais convaincue que la F300 possède tous les atouts pour atteindre les ambitions que Jean Todt a clairement définies devant la presse, à savoir l'obtention du titre. Tandis qu'à Jerez, l'équipe Williams continuait ses essais sur un châssis laboratoire de la FW18, les ingénieurs, eux, travaillaient d'arrache-pied à mettre au point la voiture 98, la FW20. Au volant de la FW18 à voie étroite, Jacques Villeneuve, tenant du titre, n'aura sans doute jamais conduit de voiture ressemblant d'aussi près à celle construite selon la nouvelle réglementation 98. Après avoir piloté une voiture hybride semblable à celle qui lui avait permis de remporter son titre, Villeneuve n'avait pas caché sa réserve face à la nouvelle réglementation, et ce ne sont pas les kilomètres effectués lors de cette séance d'essai qui lui auront fait changer d'avis. Avec autant de modifications techniques, ces essais ne permettront évidemment pas de répondre aux questions que tout le monde se pose sur les résultats de la saison à venir, mais elles donneront en revanche à l'équipe une meilleure idée du comportement des pneus au fil des kilomètres et des performances prévisibles de la voiture au fur et à mesure que les gommes s'usent et que les rainures disparaissent. Selon certains, les pneus rainurés conduiraient les voitures à suivre les sillons de la piste ou à décrocher de l'arrière sous une forte accélération. Les rainures exigeant une gomme plus dure, la motricité et l'adhérence des pneus est diminuée. Tous les pilotes ont dû par conséquent effectuer le maximum de tours possible avant le début de la première course pour se faire une meilleure idée du comportement des voitures construites selon la nouvelle réglementation. L'équipe s'efforçait ce jour-là d'évaluer la vitesse d'usure des nouveaux pneus. En dehors de considérations aussi élémentaires que de vouloir garder leur voiture dans la course, le team doit aussi tenir compte du règlement. Celui-ci stipule en l'occurrence qu'il doit y avoir une limite à l'usure d'un pneu rainuré. En attendant l'interprétation que fera la FIA de ce point particulier du règlement, les équipes ont besoin d'établir leurs propres données sur le taux d'usure des pneus. Ce fut ensuite au tour de la nouvelle Stewart Ford de faire sa première apparition publique, une voiture qui sera pilotée par Jan Magnussen et Rubens Barrichello. La nouvelle réglementation ayant été annoncée relativement tôt, c'est au début 97, peu de temps après le début des premiers travaux de conception sur le châssis 98, que Ford et Cosworth ont décidé de profiter de cette nouvelle donne technique pour apporter quelques changements de première importance au moteur Zetec V10. Progressant au même rythme, les deux équipes de conception, moteur et châssis, ont pu travailler en étroite collaboration sur la réduction du centre de gravité, de la largeur hors tout de la voiture, ainsi que sur l'amélioration de l'aérodynamique. Un esprit d'équipe qui a permis de réduire au maximum les inconvénients apportés par la nouvelle réglementation. Présentée au centre de recherche Ford à Dunton, en Grande-Bretagne, la SF2 est la deuxième voiture de Grand Prix construite par l'équipe Stewart depuis sa création, il y a 2 ans. Un défi pour n'importe quelle écurie et un véritable exploit pour une équipe aussi jeune. Pour l'ingénieur Alan Jenkins, il aurait été bien plus facile pour son équipe de développer une nouvelle version de la SF1 de l'an passé. Mais la nouvelle réglementation est formelle. Les voitures 98 seront entièrement neuves. Les ressources de la plus jeune équipe de Formule 1, qui n'en est encore qu'à sa première saison, ont donc été extrêmement sollicitées.
Un handicap qui ne rend que plus remarquable encore les résultats obtenus par l'écurie Stewart lors des derniers Grands Prix de Monaco et de Montréal. Grâce à l'étroite collaboration entre les deux départements techniques, la Ford SF2 à moteur Zetec devrait s'avérer particulièrement performante la saison prochaine. Malgré ce précieux atout, chacun sait chez Stewart que la saison à venir sera probablement plus difficile que celle de l'an passé. Depuis les débuts de la Formule 1, toutes les nouvelles écuries ont connu des difficultés au cours de leur seconde année d'existence. Un phénomène qui n'a pas échappé à Jackie Stewart, qui s'attend lui aussi à une saison délicate. Nous sommes une nouvelle écurie, pas une petite, mais une nouvelle écurie. Nous n'avons pas les mêmes ressources financières ou humaines que les grosses écuries. Nous avons tout fait pour qu'elles soient prêtes très tôt, mais en même temps, on n'avait pas vraiment le choix non plus, puisque les essais sont prévus pour janvier ou février et que surtout, nous serons en Australie le week-end du 8 mars. En fait, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Cette année, toutes les équipes en lice devront tirer profit du moindre avantage en leur faveur pour tenter de contrecarrer une réglementation qui s'efforce de réduire l'effet de sol et l'adhérence, de réduire la vitesse de passage en courbe et d'ajouter plusieurs secondes au tour. Je ne sais pas encore. J'ai conduit une voiture large avec des pneus rainurés. J'ai conduit une voiture à voie étroite avec des anciens pneus pluie car il pleuvait quand j'étais à Barcelone. C'est difficile de se faire une idée. La voiture a moins d'adhérence, ce qui exige une conduite plus souple et de bien doser l'accélérateur. Ce sera différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra vraiment une conduite très souple. Le fait que toutes les écuries soient obligées de remettre les compteurs à zéro devrait, selon certains, limiter les avantages des grosses écuries sur les petites. Pour d'autres, les équipes à gros budget ont et auront toujours un avantage sur les petites écuries, même si Stewart bénéficie de soutien financier important. Le nouveau moteur devrait nous aider. Nous serons, c'est évident, beaucoup plus fiables que l'an passé. Notre objectif est de nous classer régulièrement parmi les 10 meilleurs, autant au niveau des qualifications que des courses, de parvenir au rang des 6 meilleures voitures et de marquer au moins 10 points lors du championnat du monde des constructeurs et des pilotes. Si toutes les équipes travaillent d'arrache-pied à améliorer les voitures testées en soufflerie, l'expérience montre que les grosses écuries, bénéficiant d'énormes budgets et de moyens techniques importants, trouveront plus rapidement leur marque que les petites écuries et amélioreront plus vite aussi les performances de leurs voitures ainsi que leur programme de course. Les petites écuries, comme Stewart, seront, elles, incapables de suivre. C'est en 1998 que la nouvelle direction de Benetton sera appelée à faire ses preuves. Et la B198 ressemble encore moins à la Benetton de l'an passé. C'est l'écurie dont la voiture a subi le plus de modifications de tout le plateau. Notons pour la saison 98 l'arrivée de jeunes pilotes, d'un moteur client pour la première Benetton de Nick Wirth, sans parler du passage de dernière minute aux pneus Bridgestone, autant de signes qui ne trompent pas sur la volonté de changement de la nouvelle direction. Je veux former une équipe combative et résolue. Une équipe de gens qui croient en eux et capables de voir les choses à long terme. Car je suis persuadé que si vous donnez aux gens la stabilité dont ils ont besoin, vous leur offrez en même temps une voie à suivre. Et les résultats suivront, inévitablement. Une attitude très positive de la part de David Richards qui ne surprendra en rien les amateurs de rallye qui le connaissent depuis longtemps. Et c'est sans doute cette même volonté de vaincre qui a poussé Benetton à quitter Goodyear. Richards veut une équipe de battants, prête à tout pour mener à la victoire une voiture qui n'a décidément rien à voir avec celle de la saison passée.
Ce qui a déterminé nos choix en matière de conception, ça a d'abord été d'élargir nos connaissances dans le domaine de la technologie, des matériaux, des techniques de fabrication, et en même temps de trouver de nouveaux compromis répondant aux exigences techniques 98. La conception est toujours un compromis qui peut être modifié au fur et à mesure que la réglementation change. Notre objectif était de trouver ce compromis, puis après avoir bien étudié la nouvelle réglementation, de tirer parti du mieux possible de notre technologie pour fabriquer la meilleure voiture possible. Benetton s'est pourvu cette année d'une équipe de jeunes pilotes motivés comme l'avait fait Jordan l'an passé, une similitude d'autant plus frappante que Giancarlo Fisichella, un autre protégé d'Eddie Jordan, fait lui aussi partie de l'écurie. L'équipe Benetton est une très bonne écurie. Peut-être la meilleure avec Williams, McLaren et Ferrari. Nous avons une très bonne voiture. J'ai 1 an d'expérience supplémentaire. J'ai fini second d'une course l'an passé. C'est mon meilleur classement et j'espère bien pouvoir l'améliorer. Étoile montante du paddock, Alexander Wurz se distingue une fois encore par ses chaussures fétiches qu'il portera lors de sa première saison complète en Formule 1. C'est le moment de saisir ma chance et de foncer car j'ai toujours voulu être en Formule 1. J'ai réussi à décrocher un contrat chez Benetton, l'une des meilleures équipes du plateau. Je sais que c'est une chance unique et il va falloir que je continue à travailler, à me concentrer sur la voiture, sur ses aspects techniques et je serai prêt pour le début de saison. Benetton inaugure la saison avec un moteur Mecachrome, une nouvelle version du groupe moteur Renault de l'an passé, qui va devoir se montrer à la hauteur des tout nouveaux V10 de chez Ferrari, Ford, Honda et Mercedes. Un pari encore loin d'être gagné. Il y a 30 ans, alors que tout le swinging London se retrouvait encore sur King's Road, un jeune pilote écossais plein de fougue et d'allant s'associa à Ken Tyrrell et Ford. Un trio qui s'avéra gagnant puisque Tyrrell n'allait pas tarder à devenir l'une des premières écuries de Formule 1. La série de championnats du monde remportée avec Stewart, la saison triomphale à la fin des années 80 avec un moteur atmosphérique contre des moteurs turbo et l'inauguration d'une Formule 1 à 6 roues qui remporta un Grand Prix sont quelques-uns des moments les plus forts de l'histoire Tyrrell, sans parler de l'aileron avant révolutionnaire de Harvey Postlethwaite sur la 018 et de la remarquable prestation de Jean Alesi sur une voiture qui semblait avoir été construite spécialement pour lui. 1998 marque assurément la fin de la grande époque Tyrrell et risque fort de voir le chercheur le plus célèbre des pistes faire ses adieux à la Formule 1, non sans avoir signé auparavant ce qui sera sans doute sa dernière œuvre, la 026 à moteur Ford. Mais les temps changent et la très chic maison Tyrrell sur King's Road, qui salua jadis les assauts de Campbell sur le record mondial de vitesse, abrite désormais un superbe café à la mode. Assisté de Dennis Van Houten, star de la télévision britannique, Ken Tyrrell a dévoilé ce qui sera sans doute la dernière Formule 1 à porter son nom, marquant ainsi la fin d'une époque qui aura duré 31 ans. Pour l'équipe de conception, la nouvelle voiture est pratiquement au point, mis à part quelques détails qui devraient être modifiés en cours de saison, notamment au niveau de l'aileron avant. L'aileron arrière et les célèbres X-Wings de chez Tyrrell devraient, eux, rester inchangés. La nouvelle réglementation devrait mettre fin à la domination outrancière de quelques-unes des grosses écuries et permettre aux plus petites, qui auront misé sur une conception novatrice et un package performant, de s'illustrer face au gros budget. Il n'y aura pas que 2 équipes dominantes cette année. Il y en aura sans doute 3 ou 4. Ce devrait être une saison très intéressante. Verra-t-on des Tyrrell sur le podium? Je pense que oui. Les résultats dépendront évidemment de l'autre pilote, qui, nous l'espérons, sera un pilote expérimenté. On ne peut guère s'attendre aujourd'hui à ce qu'un jeune pilote qui fait ses premières armes en Formule 1 se classe parmi les 6 premiers. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé en tout cas. Enfin, on verra bien.
Le nom du second pilote qui prendra le volant de l'autre 026 reste encore secret, même si l'on parle beaucoup aujourd'hui de Jos Verstappen. Cette voiture a passé 30% de temps en plus en soufflerie que le modèle de l'an passé, et la réduction des voies a permis de dessiner une voiture plus performante, notamment au niveau du ratio de pénétration dans l'air. Quand on commence à réduire les voies, cela modifie toute l'aérodynamique de la voiture. Il y aura toujours des gens qui voudront voir des voitures radicalement différentes, même si ces voitures sont déjà très différentes de celles de l'an passé. Les pontons sont plus longs à cause de la nouvelle réglementation sur les chocs latéraux. Et la réduction de la voie à l'avant modifiera le dessin de l'aileron. Et je pense qu'il faudra s'attendre, au fur et à mesure que l'on découvrira les voitures 98, à ce qu'elles soient différentes de celles de l'an passé, mais sans doute assez semblables les unes par rapport aux autres. Comme les autres concepteurs, Harvey Postlethwaite est convaincu que l'effet de sol perdu à cause de la réglementation 98 a en partie été récupéré. Contrairement à la plupart de leurs homologues, ni lui ni Ken Tyrrell n'auront la chance de peaufiner la 026 pour 1999. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Pour moi, 1998 est avant tout notre dernière année. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir de bons résultats. L'an prochain, Tyrrell sera cédé à British American Racing. L'équipe sera dirigée par Greg Pollock qui confiera la conception à Adrian Reynard et les usines d'Occam fermeront définitivement leurs portes. Silverstone est le centre d'essai de presque toutes les équipes de Formule 1 britanniques. Et difficile de faire plus britannique que celle-ci. L'équipe Jordan a acquis une place de premier plan en à peine quelques années. Elle a sa propre soufflerie, un partenariat avec un motoriste et un important sponsor pour couronner le tout, ou plutôt pour financer le tout. L'équipe Jordan possède aussi les plus britanniques des champions, à commencer par Damon Hill, champion du monde en 1996. Au moment où il assiste à ses essais, il était sur le point de quitter une équipe pour entrer dans l'autre. Et ses contrats ne l'autorisaient à participer aux essais ni pour l'une ni pour l'autre. Cette situation juridique a limité son rôle à celui d'observateur, fatalement frustré de devoir se cantonner à prodiguer des remarques et des conseils. Je suis impatient de m'y remettre. Je n'ai pas piloté depuis Jerez en octobre dernier et j'ai hâte d'apprendre à connaître la voiture et l'équipe, afin que nous soyons fin prêts pour Melbourne. L'an dernier, Jordan a investi des sommes considérables dans la soufflerie et dans 2 ou 3 autres gadgets technologiques indispensables en Formule 1. Il a aussi misé sur la soif de succès de 2 jeunes pilotes. En fin de compte, c'est un choix qui ne lui a pas donné toute satisfaction. En effet, il s'est avéré que la voiture avait bien les qualités voulues pour finir aux places d'honneur et que les pilotes faisaient preuve de toute la combativité nécessaire. Mais cependant, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Aujourd'hui, Jordan est convaincu qu'un grand pilote comme Damon Hill aurait fait la différence. Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et j'en ai vraiment envie. Nous avons de très bonnes relations, il n'y a aucun problème entre nous. Bien sûr, c'est Damon qui va nous guider cette saison. C'est lui qui peut nous faire gagner des courses et peut-être même nous faire obtenir une bonne place dans le championnat. Je veux vraiment apprendre le plus possible de lui. Les médias dans leur ensemble, et en particulier la presse britannique, aimeraient croire que Damon Hill et Ralf Schumacher ne peuvent qu'éprouver de l'animosité l'un envers l'autre, puisque Ralf est le frère de Michael Schumacher, avec qui Damon Hill a lutté au corps à corps pendant 2 ans de championnat. Il devrait toujours y avoir compétition entre 2 coéquipiers, c'est vrai. Et d'ailleurs, certains patrons de Formule 1 créent artificiellement une ambiance tendue avec l'espoir de pousser ainsi leurs pilotes à se surpasser. Mais d'autres, au contraire, considèrent qu'il vaut mieux que leurs 2 pilotes travaillent en coopération aux essais pendant les qualifications et sur le plan tactique. L'an dernier, on a vu en effet comment 2 coéquipiers peuvent s'aider en course. Quoi qu'il en soit,
tous les pilotes vous diront que le premier qu'ils veulent battre sur la grille de départ, c'est leur coéquipier. Parce qu'ils sont les seuls à se battre à armes égales, même voiture, même préparation, et c'est là qu'on voit vraiment qui est le meilleur. Damon Hill a 37 ans, ce qui fait de lui cette année le doyen des pilotes de Formule 1. Pilote chevronné, champion du monde, il a manifestement l'expérience et la compétence nécessaires pour faire gagner une voiture qui en soit capable. Ralf Schumacher, quant à lui, n'a peut-être pas la même expérience, mais en principe, il devrait être en meilleure forme sur le plan physique et avoir des réflexes plus rapides. Bref, à eux deux, ce serait bien le diable s'ils n'arrivaient pas à faire entrer cette année l'équipe Jordan dans le groupe de tête. La fête la plus remarquée à l'occasion du lancement de la saison de Formule 1 fut celle donnée par Jordan au Royal Albert Hall de Londres pour dévoiler la voiture qui va peut-être faire de cette 8e année en Formule 1 une année aussi décisive que la première. Eddie Jordan n'a jamais craint de bousculer l'ordre établi pour s'imposer dans l'univers de la Formule 1 depuis son arrivée en 1991 avec la 191. C'était une voiture qui manquait bien sûr de maturité, mais à présent, les ingrédients sont réunis pour que cette saison soit la meilleure de toutes. Outre les investissements concernant la soufflerie, l'équipe s'est alliée à Mugen Honda et on peut se demander si ce n'est pas la première étape d'un retour de Honda en Formule 1 à temps plein, comme dans les années 80, où Honda, Williams et McLaren menaient la danse sur les circuits. Avec Damon Hill et Honda au Royal Albert Hall et l'éblouissant Cirque du Soleil, l'atmosphère était très haut de gamme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si ça peut constituer un avantage psychologique d'avoir réussi la plus belle fête de lancement de la saison, alors pas de doute que Jordan a cet atout en main. Gary Anderson va pouvoir donner toute la mesure de son talent à la tête d'une entreprise performante. Le moteur, lui aussi, devrait donner toute satisfaction. Bref, sur le papier, les éléments sont réunis pour que cette année soit décisive. Ralph et Giancarlo sont tous deux d'excellents pilotes. Mais j'ai eu le sentiment qu'ils faisaient double emploi et que leur carrière se gênait mutuellement. C'est pourquoi je me suis dit que si nous avions la possibilité de convaincre Damon, ce que nous avons fait, il ne fallait pas la laisser passer 2 années de suite, parce que sa contribution personnelle est d'une valeur considérable pour nous, non seulement en tant que pilote, mais sur le plan commercial et technique. Et nous pensons qu'il peut apporter beaucoup à Ralph. Nous n'attendons pas de Ralph qu'il batte Damon. Après tout, Ralph n'a que 22 ans, et ce n'est que sa 2e saison en Formule 1. Mais si jamais il bat Damon, ce sera très stimulant pour lui. Et ils s'entendent très bien tous les deux. Ils ont l'un et l'autre une grande envie de battre Michael Schumacher. Et rien n'est plus motivant. L'an dernier, Damon Hill avait décliné la proposition de Jordan pour signer chez Arrows. Au bout du compte, l'année fut morose pour le champion du monde qui défendait son titre. À présent, avec une équipe qui bénéficie de 6 ans d'expérience de plus, 98 s'annonce sous de meilleurs auspices pour Damon Hill. Je crois que j'apprécie le style d'Eddie Jordan. Son enthousiasme rejaillit sur chaque membre de l'équipe. C'est vraiment l'écurie d'Eddie Jordan. Et je suis très heureux d'en faire partie. Elle me fait vraiment bonne impression. Et surtout, il veut gagner. Or, moi aussi. C'est une équipe très professionnelle. Oui, il sait ce qu'il veut. Personne ne peut dire qu'Eddie Jordan n'obtient pas ce qu'il veut tôt ou tard. Comme nous l'avons vu, l'arrivée de Damon Hill chez Jordan le place en position de coéquipier de Ralf Schumacher, le frère de Michael, personnage parfois têtu, qui est pour l'instant le seul des deux à avoir essayé la voiture. Les conditions étaient assez bizarres. La piste était à moitié sèche, à moitié humide. Rien de grave à signaler. J'ai eu de bonnes sensations au volant de la voiture. Mais pour savoir ce qu'elle vaut vraiment, il va falloir attendre Barcelone. Et on verra ce que Damon en pensera.
Le plus grand changement, c'est peut-être le moteur Mugen. Jamais à court de puissance, connu pour sa fiabilité, il devrait gommer les faiblesses de l'an dernier et en faire au contraire les points forts de la Jordan. Le moteur est complètement nouveau cette année. On a décidé en juillet dernier de le modifier afin qu'il corresponde à notre philosophie en matière de motorisation. C'est une pièce maîtresse qui fait partie intégrante de la voiture. Ce n'est plus juste un élément placé là parce qu'il en faut un. Je crois que c'est ce qui a fait la force de Williams-Renault. Ils ont réellement travaillé en équipe avec une vision identique des choses. Honda n'a plus de preuves à faire et a convaincu tout le monde. Le moteur nous donne toute satisfaction. Il est plus léger que les précédents, donc je crois qu'on a un ensemble qui se tient. En 98, la clé du succès, c'est d'être paré sur tous les fronts. Un bon pilote ou un bon châssis ou un bon moteur, ça ne suffit plus, il faut un tout cohérent. On n'a jamais réuni autant d'atouts que cette fois-ci. C'est remarquable. Le soutien de Benson & Hedges et aussi d'autres sponsors nous a donné un nouvel élan et de nouveaux moyens. On a des pilotes de premier ordre, de bons essayeurs et un excellent moteur. Que demander de plus? Toutes les équipes abordent chaque nouvelle saison pleine d'espoir, mais on a toute raison de croire que dans le cas présent, l'optimisme de Jordan est fondé. Nous revoici à Silverstone par un matin de janvier vraiment très froid. La presse est venue en force. Williams dévoile la voiture à bord de laquelle Jacques Villeneuve va défendre son titre de champion du monde des pilotes. Son coéquipier Frentzen et lui seront aidés par deux pilotes d'essai. Max Wilson et Juan Pablo Montoya, qui vont l'un et l'autre tenter de gagner leur galon de pilote à part entière. La présentation à la presse était dans le plus pur style Williams. Ni Spice Girls, ni rien de tape à l'œil, juste une voiture de course. Avec la promesse de la voir rouler plus tard dans la journée. Ce qui semblait bien présomptueux vu que la voiture avait été prête pour Silverstone au tout dernier moment. Mais enfin, elle était là et on découvrait un nez plus haut, des suspensions à barre de torsion. Nous n'avons pu la voir que sous un certain angle, car Williams ne tenait manifestement pas à ce qu'on lorgne de trop près sur l'arrière de la voiture. Avec son échappement situé au-dessus du diffuseur arrière, elle a semblé très classique. Mais nous n'avons peut-être pas tout vu. La différence flagrante, bien sûr, c'est sa nouvelle livrée. Après 4 ans d'une association très fructueuse avec Williams, Rothmans cède la place à Winfield Racing. L'équipe Williams se considère comme l'équipe à battre cette année. Mais en l'absence d'Adrian Newey et sans le moteur Renault, il se pourrait bien que seul Villeneuve soit son véritable atout. La prochaine saison sera de toute façon très éprouvante pour Villeneuve. C'est la première fois qu'il défend un titre puisque l'année où il était champion de Formule Indy, il est immédiatement parti vers la Formule 1. Or, défendre un titre, c'est parfois plus difficile que de le conquérir. Mais Villeneuve est toujours très motivé, même si ça ne se voit pas de prime abord. Son intervention durant la conférence de presse était au diapason du reste de la présentation. Très retenu, ne promettant ni victoire, ni succès, mais répétant que Williams était au point sur tous les fronts. Elle est très belle, c'est vrai, mais ça m'importe peu. Je lui demande d'être rapide. Et au vu des données techniques, des discussions avec les ingénieurs, ce devrait être une voiture très rapide. Comme toutes les Williams, elle est bien née. On peut toujours faire des erreurs, mais j'ai confiance. Le danger viendra peut-être des McLaren. Difficile de faire des prédictions. Le seul qui représente à coup sûr un danger, c'est Heinz Harald, mon coéquipier.
Parce qu'il pilotera la même voiture. Michael et Ferrari sont toujours très rapides. McLaren aussi peut se montrer combatif, comme tous les autres. Il faudra voir. Frentzen a devant lui une saison importante. Il a gagné son premier Grand Prix l'an dernier et il sait qu'il doit confirmer ce résultat. Oui, c'est vrai, ce sera difficile, mais en ce qui concerne les performances, je veux faire mieux que l'an dernier. Je connais mieux l'équipe et j'ai plus de connaissances techniques. Je vais essayer de profiter de cette expérience pour la saison prochaine. Avec un cahier des charges aussi serré que celui édicté par la Fédération internationale, les concepteurs ont une marge de manœuvre très étroite. Et les voitures finissent par toutes se ressembler. Il y aura donc peu de surprises à Melbourne. De nos jours, les modifications se font par petites touches. Mais de temps en temps, on a des surprises. Ce que nous considérons comme une amélioration spectaculaire, c'est un changement de 1%. Alors que les gens étaient déçus il y a 15 ans, quand ils ne voyaient pas 5% de changement par semaine. C'est aujourd'hui que les équipes vont savoir ce qu'elles ont perdu par rapport à l'an dernier. Car le nouveau règlement va fatalement leur faire perdre de la vitesse. La question est de savoir dans quelle proportion. Même si ce ne sera pas l'essai le plus probant pour cette nouvelle voiture, il va mettre en lumière certains aspects. Williams a décidé de dévoiler sa voiture aujourd'hui et nous a promis de la faire tourner sur le circuit dans la foulée. Et pourtant, elle n'était pas encore achevée il y a quelques heures à peine. Si vraiment tout se passe bien, l'équipe Williams aura prouvé qu'elle est parfaitement préparée et sûre de sa force. Il est évident qu'elle est en avance sur le programme des préparatifs, alors qu'on règle le siège de Villeneuve, lequel nous a prévenu pendant la conférence de presse que la voiture serait tout de suite très rapide. C'est donc une démonstration de puissance qui nous attend. Mais ce n'est pas suffisant pour gagner un championnat, ni même une course. Cela dit, il est vrai que la puissance du moteur sera décisive cette année. Adrian Newey est passé responsable de la conception chez McLaren et n'est plus chez Williams depuis 1996. Mais Frank Williams et Patrick Head ont toute confiance en Gavin Fisher et Geoff Willis, qui ont travaillé avec lui jusqu'à son départ et ont parfaitement su prendre la relève. Comme l'a dit Frank Williams, ils ont fait du bon travail en 97 et il n'en attend pas moins en 98. Pour le moteur, ce ne sera peut-être pas pareil. Cette année, Ford, Ferrari et Mercedes ont tous de nouveaux groupes moteurs. Il ne fait pas de doute que tout en s'alignant sur le nouveau cahier des charges, ils seront plus puissants qu'auparavant. La question de la puissance est un sujet relativement épineux. Il est bien possible que le nouveau Mecachrome soit plus puissant que l'an dernier, mais à la base, ça reste le même moteur. Grâce à lui, l'équipe est confiante quant à sa fiabilité. Cependant, il n'est pas sûr que Mecachrome arrive à suivre ses concurrents qui sauront faire de gros efforts de développement. Mais comme le dit Frank Williams, attendons de voir.